Service Volé a été élu chaîne de l'année par Picsou Magazine, et oui, ça s'invente pas, hein, donc abonne-toi pour ne rien rater de mes futurs contenus. Depuis quelques jours, toute la planète tennis est en ébullition. Alcaraz serait le nouveau Nadal, il va remporter 25 grands chelems dans sa carrière et éteindre à tout jamais le débat du GOAT. Dans cette vidéo, on va se détendre, on va dézoomer et se focus sur les faiblesses encore de la jeune pépite espagnole. On s'installe, c'est le programme didactique de votre avant-dernier digest de Miami, et on attaque, vous savez quoi? Juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la stat qui tâche, évidemment signé Constance Je sais Math, qui nous dit la précocité de Carlos Alcaraz qui est terrifiante. Elle est du niveau de Michael Chang, Rafael Nadal et Richard Gasquet. Le véritable GOAT, serais-je tenté de le rappeler. Donc Je sais Math qui nous dit ils se sont qualifiés en finale de Masters 1000 avant leurs 19 ans. Et donc vous avez cette liste imparable de joueurs qui ont été extrêmement précoces dans leur carrière. Rafa qui avait déjà fait un triplé en finale de Masters 1000 avant ses 19 ans. Et non, tout le monde en ce moment est en émoi sur Carlos Alcaraz, sur son jeu qui est électrique, mais il y a aussi, et on le sent, une personnalité, un charisme qui est en train de se dégager par rapport à ce jeune joueur, et nous dit La Wanda, l'iconique La Wanda, Carlos Alcaraz signant des autographes et prenant des photos avec les fans. Ça a été un spectacle quotidien que j'ai vu à Indian Wells après son entraînement. Un joueur exceptionnel, mais aussi une personne exceptionnelle. On l'a vu également dans le match contre Ubi, il a rendu un point alors que l'arbitre pensait que la balle avait doublé, mais en fait non, Hurkacz s'est plaint, et ça c'est extrêmement rare maintenant d'avoir ce fair play. Les autres joueurs on les connaît, les petits coquins, ils vont faire semblant de n'avoir rien vu, ils vont faire oh non, moi j'ai rien vu, qu'est-ce que tu racontes, la balle a doublé, bien sûr qu'elle a doublé, qu'est-ce que tu racontes, la balle a doublé évidemment. Donc là en fait les mecs, c'est sans gêne, mais non, Carlos Alcaraz lui il est fait d'un bois différent. Il y a un certain mimétisme avec la classe de Rafael Nadal. On enchaîne avec la troisième info dans ce côté réseau, les mots très doux, admiratifs de Ubi Hurkacz à l'endroit de Carlos Alcaraz. Il le dit, Alcaraz joue un tennis de fou pour son âge. Envers, Carlos est un grand joueur, déjà un grand compétiteur. À 18 ans, c'était définitivement un défi de jouer contre lui, car il joue un tennis de haut niveau. Je le félicite car c'est énorme ce qu'il est en train d'accomplir. Il joue un tennis de fou pour son âge, et ça, cette précocité, on va en parler d'ici quelques instants. C'est vraiment incroyable comment il se déplace. C'est vraiment quelque chose de spécial d'atteindre un tel niveau à son âge. C'est vrai, il a raison, Ubi, c'est très rare de voir des joueurs aussi forts aussi tôt dans l'histoire du tennis. Ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main. Donc Carlos Alcaraz, il est vraiment dans une lignée là qui est absolument exceptionnelle, et c'est ce que dit Ubi d'ailleurs, il a une carrière incroyable devant lui, c'est fou comme il joue bien. On enchaîne avec José Morgado qui nous explique désormais que Carlos Alcaraz est le 3e favori pour remporter Roland Garros. C'est complètement fou, cette ascension depuis le début de la saison. On le voit d'ailleurs dans le petit cadre, Rafael Nadal logiquement favori de Roland Garros à l'heure actuelle devant Novak Djokovic qui a joué simplement 3 matchs depuis le début de la saison, mais évidemment il y a du respect pour ce qu'a fait Novak bien sûr, et surtout il est tenant du titre, donc il est en 2e position. Et puis on a Alcaraz désormais qui a sauté Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, et c'est la dernière partie du côté réseau. Je vous pose la question dans les commentaires, on va lancer un débat. Qui voyez-vous remporter un premier majeur dans cette liste entre Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Yannick Sinner, Casper Ruud, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz? Je vais peut-être vous surprendre, je sais, en fait j'ai l'impression d'avoir un syndrome de Stockholm, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire encore Alexander Zverev, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a débité cette semaine. Je sais pas, j'ai toujours envie de mettre une pièce sur lui. J'ai l'impression que s'il joue son A-game, il est capable de remporter un majeur cette année. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on enchaîne avec le coin tactique, mon analyse détaillée, très fine sur Carlos Alcaraz. Est-il un joueur fini? A-t-il encore des marges de progression ici et là? On va commencer avec la première palette, bien sûr. Ça, je pense que les plus fins d'entre vous l'ont noté déjà, sa qualité de service qui est évidemment à travailler encore, je trouve. Alors, il a le service kické, il a aussi le service très fort à plat, mais il lui manque, et notamment un côté égalité, le petit service slicé que peuvent avoir notamment Roger Federer et Novak Djokovic sur ces dernières années, avec l'influence de Goran Ivanisevic. Ça, c'est super important, et quand on regarde sur l'ensemble du match, 78% de ses services ont été retournés, ce qui est beaucoup trop. On a également juste 3 aces pour Carlos Alcaraz, en 0 double faute, et à contrario, on a vu Ubi en face, c'est 13 aces, c'est 59% de services retournés simplement. Donc on a vu la différence entre un grand serveur. Après Ubi il fait 1m96 et Carlos Alcaraz simplement 1m85, et d'ailleurs c'est la deuxième palette. On a donc ce joueur, cette pépite qui fait 1m85. On a longtemps considéré cette taille comme la taille idéale du tennis, parce que Pete Sampras fait 1m85, Roger Federer fait 1m85, Rafael Nadal également. Alors cette taille
taille qui est modeste désormais par rapport au gabarit actuel, hein. Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Hurkacz, Zverev, Medvedev, ça fait tous entre 1m93 et 1m98, mais cette petite taille entre guillemets lui apporte aussi des possibilités nouvelles par rapport aux autres, c'est-à-dire une couverture de terrain absolument exceptionnelle. Il a des jambes qui sont déjà très musclées, il a un dynamisme, des reprises d'appui qui sont à un niveau élite, et là on le voit, hein, Hurkacz qui envoie une petite saucisse droit devant, il va réussir à la défendre en slice, reprendre le contrôle, frustré, pousser Hurkacz à la faute, et c'est ça aussi qui est très fort avec lui, c'est qu'il y a une stratégie un peu nadalienne, hein, dans la défense, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le cerveau de ton adversaire, tu vas lui dire, bah gros, il va falloir faire 1, 2, 3 coups gagnants pour marquer le point, et ça c'est extrêmement utile à très très haut niveau bien sûr. On a parlé du service, je trouve qu'il y a une véritable marge de progression sur ce coup, et le deuxième élément d'importance, ça va être la conservation d'énergie, ça va être super prédominant pour lui. Alors ça va être à moyen et long terme, c'est pas vraiment dans l'immédiat, pour l'instant il peut faire un petit peu, je trouve, comme Rafael Nadal dans ses jeunes années, quand il avait entre 18 et 21-22 ans, c'est-à-dire bah, tu as des grandes qualités physiques défensives, tu peux te mettre à 2-3 mètres de la ligne de fond, et puis avec ta puissance, retourner complètement les échanges, et en fait tu es tellement fort au niveau du déplacement et au niveau de la défense, et en plus tu as des capacités d'accélération qui sont phénoménales que tu peux faire confiance à ton gabarit. Mais au bout d'un moment dans sa carrière, et ça j'en suis absolument convaincu, il va falloir faire la transition, il va falloir avoir beaucoup plus d'efficacité sur son service. C'est déjà un retourneur d'élite, hein, mais il va falloir trouver des moyens, des méthodes de remporter ses premiers matchs, par exemple en Grand Chelem, beaucoup plus facilement, de ne pas laisser d'énergie dans ce type de match. Et après il a l'expérience également de l'US Open, hein, on l'a vu, il a complètement craqué contre Félix Auger-Aliassime, il s'est blessé par rapport aux gros efforts qu'il a fournis avant contre Tsitsipas et Gojovic, donc Carlos Alcaraz qui va devoir faire une petite mue, mais c'est pas là l'immédiat en fait. L'immédiat pour lui c'est de remporter des matchs, d'accumuler de la confiance et de montrer que il est peut-être l'un des futurs patrons du circuit. Cette mue d'ailleurs, je trouve que c'est assez similaire à ce qu'est en train de vivre Daniil Medvedev en ce moment, c'est-à-dire que il a un petit peu explosé mentalement après la finale de l'Open Australie, et maintenant il se cherche, je trouve qu'il essaye d'avancer dans le cours, il essaye de finir les points un peu plus tôt, parce que ça va passer aussi par là, hein, pour Daniil, ça va être faire moins d'efforts et remporter ses matchs plus facilement, notamment sur les jeux de retour, parce que avec sa qualité de service, lui, qui est beaucoup plus élevée que celle de Carlos Alcaraz, il peut voir venir. Un autre point sur Carlos Alcaraz, mais ça c'est pas un défaut, c'est une qualité, c'est son sang-froid absolu, les nerfs qu'il a en titane dans les points chauds, la petite amortie délicieuse, il aura fait la même, hein, également dans le tie-break du deuxième set, à un moment crucial en plus, hein, il y a 5 partout, il était mené 5-3 dans le tie-break du premier set, et là il te tape une petite amortie en avançant, il la maîtrise tellement bien, c'est un coup qui est létal. Je vais dire un truc peut-être un peu fou, mais je trouve qu'il est plus complet que Rafael Nadal par exemple au même âge, ça c'est complètement dingue. Après il a pas ce côté bison physique et la surdomination encore sur terre battue, on sait pas, il faudra pouvoir comparer d'ici quelques mois, mais pour l'instant je trouve qu'il est capable de faire tellement de choses. Ici le QI tennis encore qui s'exprime avec un revers frappé tôt dans le contre-pied d'Ubi qui se replaçait sur sa gauche évidemment vers le centre, hein, pour pouvoir couvrir une éventuelle merguez ici dans le côté ouvert, et en fait plus je le vois plus je suis complètement abasourdi, et je me dis aussi c'est pas vraiment Rafa parce que il a un ADN un peu vers l'avant, donc c'est un peu plus du Roger, mais en même temps c'est pas vraiment du Roger parce que bon, Roger c'est Roger, il y a un petit peu de Novak aussi dans la qualité défensive, etc., dans la compacité, mais c'est peut-être aussi tout simplement Carlos Alcaraz, un nouveau truc, faut pas forcément chercher à en faire une synthèse du Big Three, il a ses propres qualités, ses propres défauts, mais en tout cas faut en profiter parce que c'est juste incroyable ce qui est en train de naître sous nos yeux. Dernier point dans cette analyse, et ça va être une question ouverte parce que j'ai pas la réponse encore, je vous pose la question dans les commentaires. Ici on a eu un point complètement monumental juste avant, Atlanta remporté par Ubi au filet, et puis Alcaraz, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? À 30-40 sur un point capital, il va forcer son destin, il va avancer, il va pousser Ubi à la faute, et ça je trouve que c'est remarquable. Par contre, j'ai encore une question par rapport à Carlos Alcaraz, c'est comment il va réussir à se comporter par rapport à des adversaires qui sont capables de modifier leur plan de jeu en cours d'une partie, c'est-à-dire Rafael Nadal, Novak Djokovic, on le sait, ils ont des plans A, B, C, D jusqu'à Z. Le reste du plateau, et je veux pas être non plus trop cruel, mais c'est une réalité objective, ils sont assez unidimensionnels. Ils ont un plan A, peut-être de temps en temps un plan B, un plan C c'est juste Daniil Medvedev je pense dans le lot des meilleurs joueurs, mais dans l'ensemble c'est des joueurs qui n'ont qu'une ou deux façons de jouer, et ça Carlos Alcaraz il va se gaver par rapport à ces joueurs parce que il va pouvoir les éteindre avec sa défense, avec également quand il est à l'intérieur du terrain, il peut envoyer des bûches et là il va les forcer à défendre, et on a vu certains joueurs, notamment Stefanos, sur son côté revers, quand il est privé de temps, ça devient un joueur médiocre. Donc j'ai cet éventuel questionnement, j'adorerais voir un Novak face à un Carlos Alcaraz là à Roland Garros par exemple sur un match en 3-7 gagnant, on a tous envie de voir ça, on a envie de voir cette première opposition, on a envie de revoir également un autre match avec Rafa sur la saison sur terre. En tout cas 18 ans, pas mal déjà de choses positives, hein, dans son jeu, je pense qu'on peut le dire, il y a encore quelques petites failles ici et là et des axes d'amélioration surtout, mais on a déjà là un package qui est
remarquable et je pense un futur très très grand. Et on termine avec le coin pronostic, la finale de Miami, et ce sera entre Carlos Alcaraz du coup et Casper Ruud. Vous l'avez bien compris, on avait eu une opposition l'année dernière entre les deux hommes, c'était à Marbella, une victoire de Carlos Alcaraz en 2-7. Je vais vous offrir 3 clés essentielles pour bien appréhender cette finale. On va aller très vite. D'abord, ça va être la fixation sur le revers de Casper Ruud. On l'a vu contre notamment Stefanos Tsitsipas, Alcaraz qui avait enfoncé Steph sur son revers avant de dégager le côté ouvert et d'envoyer des bûches. Donc ça, je pense que Casper, s'il est fixé sur son revers, s'il a beaucoup de revers à jouer, il risque d'être totalement désactivé. La deuxième clé, ce sera la deuxième balle de Casper Ruud. Je pense qu'il va se faire massacrer vu la qualité de relance de Carlos Alcaraz qui va se mettre à l'intérieur du court et qui va l'agresser dans ce secteur. Et la troisième clé, ça va être la gestion émotionnelle tout simplement. On a vu Casper Ruud contre Cerundolo, il a mal commencé la partie, je l'ai senti un peu emprunté dans la position du favori. Là, il va être clairement outsider, donc à voir Carlos Alcaraz comment il va réussir à gérer émotionnellement cette première finale en Masters 1000. Ce serait un premier titre majeur pour lui, une victoire étalon et sa naissance au très haut niveau. Est-ce qu'il va être parasité par des idées un peu noires, un peu négatives? Bah ça, ce sera une question à observer, mais je pense que dans l'ensemble, ça devrait être une victoire de Carlos Alcaraz en 2 manches. On se retrouve ce lundi à 18 h pour faire un bilan complet du tournoi de Miami. Vous avez également le Premium qui est toujours disponible. La première vidéo a été envoyée aux membres Premium cette semaine. C'était 20 minutes sur les qualités tennistiques de Taylor Fritz, ce qui peut encore améliorer, une analyse qu'on peut pas faire sur YouTube parce qu'il y a vraiment des palettes animées, etc. Donc si vous voulez rejoindre le Premium, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve lundi. Bonne finale, je vous embrasse et à très vite.